propose une nouvelle interview avec une personne que j'apprécie beaucoup, que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Et en découvrant son parcours, euh, j'ai été non seulement touché, mais aussi impressionné par la vitesse de progression et puis par l'efficacité en fait avec laquelle son évolution s'est passée. Et aujourd'hui, donc, bienvenue à toi, Julien Musy. Alors, je peux te présenter, mais je pense que le mieux, ça sera que toi, tu te présentes. Ok, du coup, je m'appelle Julien Musier, je viens à la base du sport de haut niveau, c'est-à-dire que mon enfance de 7 ans à l'âge de 17 ans, il y avait que le sport qui comptait. Pour moi, j'étais tennisman, du coup, j'ai été très vite en cours par correspondance. Je voyageais à travers l'Europe, le monde même, pour faire des tournois. Et voilà, c'était vraiment mon rêve. J'étais numéro 1 français à 16 ans et je me voyais être champion jusqu'au moment où je pense que je me suis blessé physiquement, mais c'était avant tout, maintenant avec mon recul et ce que je peux voir de l'être humain, je pense que c'était avant tout un- une limite mentale qui a créé des symptômes dans mon corps. Euh, voilà, du coup, à 17 ans, je suis retourné un peu au lycée. Ça faisait 4 ans que j'avais pas vraiment été à l'école. Donc, premier trimestre, j'ai j'ai 4 de moyenne sur le premier trimestre de terminale, en fait. Parce que ça faisait 4 ans que j'étais en cours par correspondance, qu'on s'échangeait les corrections et du coup que je foutais vraiment rien. Je travaillais 2 heures par jour, c'est tout, pendant que les autres allaient à l'école 7 heures par jour. Du coup, c'est une grosse claque en terminale. Du coup, mon seul but, c'est d'avoir mon bac. Je finis quand même par avoir mon bac avec mention, mais j'ai aucune idée de ce que je vais faire derrière. Du coup, je démarre un master de finance appliquée, parce que quand tu es bon en mathématiques et que tu as un bac S, bah, soit tu es ingénieur, soit tu fais finance, soit tu fais une école, soit tu fais médecine. Et le moins pire pour moi à cette époque, c'était de faire finance. Donc, je commence à faire un master de finance. Euh, je me fais chier pendant 5 ans à mourir. À côté de ça, je développe une passion pour la cuisine et la pâtisserie, parce que j'avais toujours bien mangé dans mon, dans mon enfance, parce que j'étais dans des hôtels et tout le temps en tournoi et tout, et je rentre chez moi, je mange pas très bien, entre guillemets, donc je développe une vraie passion pour la cuisine et la pâtisserie, je crée un blog en parallèle de mes études, et à la fin de mes études, je me dis, je peux pas faire ça, il faut que je trouve un truc, je tombe sur Olivier Roland, marketeur français, tout ça, et je me dis, en fait, je pourrais monétiser la pâtisserie. Et du coup, je quitte mon job, je crée des produits sur la pâtisserie et tout. Et au bout de 2 mois, premier lancement, 8 000 € en une semaine. Donc là, je me dis, waouh, ça marche vraiment ce truc. Et c'est un peu le truc super. Sauf que ça tient pas dans le temps. Ça dure une fois et après, j'ai pas d'autres résultats. Derrière, j'essaie de lancer un blog sur le développement personnel parce que je me passionne pour le coaching, le développement personnel, mais je fais jamais 1 € avec ce blog. Donc derrière, il y a une période un peu de galère. Pendant 1 an, je galère vraiment. Je sais pas comment je vais gagner ma vie, tout ça. Puis finalement, je lance un autre business en ligne sur le tennis qui fonctionne très bien. Euh, qui fonctionne très bien. Derrière, j'ai d'autres entrepreneurs qui me demandent du coup euh, comment tu as fait pour faire cartonner ça. Du coup, ils me demandent du coaching. Donc, je commence à prendre 1, 2, 3 entrepreneurs en coaching sur leur business en ligne comme ça, mais sans rien avoir au-delà de juste ces 2, 3 coachings. Et puis, je vois que je me plais là-dedans. Du coup, je crée un truc où justement on aide les entrepreneurs aujourd'hui à multiplier par 10 leur chiffre d'affaires grâce à Internet. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce qu'on fait à travers Leader Ton Marché. Aujourd'hui, j'ai une équipe et des personnes qui m'accompagnent à travers ça. Donc c'est cool. Voilà ce que je fais aujourd'hui. Du coup, si je devais résumer en une phrase, c'est j'aide les entrepreneurs à multiplier par 10 leur chiffre d'affaires grâce à 2 choses. Euh, le marketing Internet et les offres de gamme. Et deuxièmement, qui ils sont. Donc en travaillant sur eux. Ok. Voilà. Euh, c'est déjà très, très riche ce que tu peux partager. C'est assez drôle parce que du coup, dans ton parcours, je me reconnais un peu sous ces études où du coup, on se perd un peu. On n'arrive pas forcément à trouver qui on est. Euh, et en sortant, du coup, j'ai à peu près le même parcours où on commence à travailler, on se rend compte que c'est pas forcément ce qu'on veut. Moi, j'avais pas choisi le monde de la finance, j'étais plutôt dans l'ingénierie. C'était le moins pire pour moi.
mais ce n'était pas forcément la question la plus pertinente. Euh, ce que j'aimerais savoir, Julien, c'est comment tu as fait du coup, tu parlais justement, tu disais que dans tes premiers temps, en fait, notamment, tu avais rencontré les blogs d'Olivier Roland. Comment tu avais fait pour notamment gagner tes premiers 8 000 €? Tu disais, bah, ça a très bien fonctionné. Cette machine-là, elle fonctionne bien. Comment tu as mis ça en place, en fait? Pas forcément que techniquement, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ta tête pour que ça tourne? Bah, j'avais déjà une audience en fait le monde de la pâtisserie. Donc, j'avais une audience et j'ai acheté, je tombe sur un lancement orchestré du marketeur français qui explique justement comment faire un lancement orchestré et comment vendre derrière. Donc, j'achète sa formation et à l'époque, je mets 2 000 € dans sa formation. Donc, euh, c'est mon premier investissement entre guillemets sur moi. 2 000 €, ça me paraît le bout du monde. Et du coup, bah, une première formation à 2 000 €, je suis tout à la lettre, j'écoute tout, mais vraiment comme si ma vie en dépendait. Et j'applique tout ce qu'il dit à la lettre. Et du coup, derrière, ce que je fais, c'est que j'applique tout ça, je lance le produit et je fais une série de 4 vidéos. Et à la fin des 4 vidéos, je vends le produit. Et voilà, ça m'amène justement à faire ces 8 premiers 1 000 € en 7 jours, puisque c'est le concept un peu du lancement orchestré. Ça marche. Mais du coup, il y a beaucoup d'entrepreneurs ou d'étudiants entrepreneurs qui achètent ces formations et qui, pour Ouais. autant, ne réussissent pas à, Mm. faire tourner cette le marketeur français appelle ça la machine à vendre, je crois. Ouais. Qu'est-ce qui fait que pour toi, ça a fonctionné? Pourquoi toi et Ouais. pas d'autres? C'est une question aussi que je me pose souvent, et puisque aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qui fait que certains de mes clients réussissent, d'autres pas. Certains y arrivent vite, d'autres pas. Certains arrivent à 100 000, d'autres juste à 10 000. Qu'est-ce qui fait tout ça? Et les stratégies qui sont enseignées, je pense que la plupart des formations qui enseignent des stratégies enseignent des bonnes stratégies, des stratégies qui fonctionnent. Donc, moi, je pense que ça se situe avant tout dans euh, quels sont les schémas inconscients que la personne se produit et quels sont les schémas inconscients justement qui empêchent une personne ou qui permettent à une personne de réussir. Et du coup, ça se joue avant tout pour moi dans le mindset d'une personne et comment elle pense, comment elle voit le monde, comment elle perçoit le monde avant même les stratégies qu'elle utilise. Et donc, à ce moment-là, je pense que qu'est-ce qui fait que pour moi ça réussit à ce moment-là, c'est que je pense que j'ai toujours eu confiance en moi pas dans tous les domaines de ma vie, hein, clairement pas. Mais j'ai toujours eu une grosse confiance en moi dans ma capacité à réussir professionnellement, sportivement et à être un performeur en fait. Donc, pour moi, à aucun moment je me dis que ça va pas marcher. Et dans ma tête, c'est sûr que ça va marcher et c'est sûr que je vais réussir et il y a pas d'autre option possible. Et ce que je vois, c'est que beaucoup des gens qui vont tester qui vont appliquer des formations, suivre une formation, mais dans leur tête, ils laissent toujours une place pour, ah ouais, mais si ça marche pas. Et ce qui a fait pour moi la différence, c'est que chaque fois que je fais un investissement, chaque fois que j'applique une technique, soit je l'applique pas, soit si je l'applique, c'est je me laisse pas le choix que ça marche, en fait. Et si ça marche pas la première fois, on va le refaire une deuxième pour que ça marche. Et si ça marche pas une deuxième fois, on va le refaire une troisième pour que ça marche. Mais dans ma tête, je suis conditionné à gagner. Un peu comme, c'est vraiment cette image de Nadal pour ceux qui suivent un peu le tennis. C'est, tu sens que Nadal, il arrive sur le court de tennis, pas pour jouer au tennis. Il arrive pour gagner et il n'y a pas d'autre option possible. Et c'est, ce que je pense qui fait la différence entre deux entrepreneurs. C'est, il y en a un qui dit, ah, j'ai un projet, j'ai une idée, je vais y aller, je vais essayer. Il y en a un qui dit, je vais essayer, je vais tester. Et il y en a un autre qui dit, je me laisse pas le choix de gagner. Ce que tu dis, est-ce que tu penses que c'est dû à ton passé d'ancien sportif? Est-ce que tu penses que c'est uniquement dû au fait que tu as développé cette capacité-là de te dire, de toute façon, j'y vais et je réussis? Ou tu penses qu'il y a d'autres facteurs qui ont fait qu'aujourd'hui, tu as ce mindset-là? Alors, déconstruire toute mon enfance et savoir pourquoi je suis comme ça ou pas, ça va être très compliqué et ça serait long. Je pense qu'effectivement, il y a des facteurs de mon enfance.
Et pour ceux qui croient à d'autres choses, peut-être que même avant même mon enfance, il y a des choses qui font que je suis comme ça aujourd'hui. C'est pas l'idée, mais ce que je sais, par contre, c'est que euh, j'ai toujours détesté perdre, mais genre même à 3 4 ans, euh, plus personne dans ma famille voulait jouer au Monopoly avec moi parce que j'étais un enfant super gentil, tu vois, vraiment, c'est pareil, j'étais vraiment facile à élever. Par contre, quand je jouais au Monopoly, je jetais tout dès que je perdais. Je me suis fait virer du mini-golf quand j'étais petit, quand j'avais 6 ans, parce que dès que je perdais, je prenais ma canne de mini-golf et j'avais cassé un arbre en fait à 6 ans parce que je mettais des coups contre l'arbre parce que je détestais perdre. Et j'ai toujours détesté perdre comme ça. Donc, je pense que le sport de haut niveau m'a aidé à développer ça encore plus. Euh, mais je l'ai toujours eu un peu dans mes gènes. Donc, il y a ça. Après, je pense que je le renforce. Je travaille énormément sur moi. Et il y a des moments, j'ai envie d'abandonner comme tout le monde. Il y a des moments, je me dis, ah, ça marche pas et tout. Par contre, je m'observe énormément pour vraiment prendre conscience de quand est-ce que je suis en train d'avoir un schéma qui me limite sans même que je m'en rende compte. Et donc, je m'observe beaucoup. J'investis également énormément sur moi, pas qu'en formation, mais aussi en coaching. Parce que la formation, c'est bien, ça te donne les stratégies externes pour réussir. L'avantage d'un coach, c'est qu'il va te permettre de voir ce que tu ne vois pas et justement de pouvoir changer les stratégies internes que tu appliques de manière inconsciente depuis le début de ta vie. Et, euh, et ça, une formation ne te le donne pas. Alors qu'une personne qui discute avec toi, qui te voit fonctionner, peut te le dire. Voilà. Ouais, je partage cette idée-là, effectivement. J'ai fait des formations où il y avait pas ou peu d'accompagnement, que ce soit en ligne ou en direct. Et je me suis rendu compte que c'est indispensable, en fait, soit de le faire par soi-même, soit que ce soit intégré dans la formation, mais c'est indispensable, effectivement, d'être accompagné. Mm. Euh, Tu disais que ça t'arrivait de temps en temps et pas toujours à 100%, pas toujours efficace. Euh, la procrastination, ça te parle ou pas? C'est quelque chose que tu rencontres dans ta vie ou comment ça se passe pour toi? Ouais, bien sûr, forcément. Après, j'ai développé une perception totalement différente de ce qu'est la procrastination ces 2 dernières années, en fait, qui me fait voir la procrastination totalement différemment. Et aujourd'hui, je vois vraiment la procrastination comme un symptôme et non pas une cause. Et la plupart du temps, pour moi, les gens qui procrastinent vont essayer de traiter le symptôme et de traiter l'effet plutôt que de traiter la cause. Or, pour moi, la procrastination, 99% du temps, c'est le fait qu'il y a quelque chose à la base qui fait que soit c'est pas ce que tu fais n'est pas dans tes valeurs et en fait tu te forces à faire quelque chose qui est pas important pour toi, soit tout simplement tu as des limites à l'intérieur de toi qui font que tu ne fais pas les choses et à ce moment-là, c'est pas te forcer en te disant bah, je le fais demain à 8 heures qui va marcher, parce que ça va marcher sur du court terme. C'est comme faire un régime. Si tu te dis, allez, bah, pendant 3 jours, je mange plus de sucre, mais qu'au final, t'as toujours associé plaisir égale sucre, bah, il y a un moment donné où au bout de 4 jours, tu vas te jeter sur le paquet de gâteaux. Et pour moi, c'est pareil avec la procrastination, c'est que la plupart du temps, la procrastination est juste un symptôme et donc, il y a quelque chose d'autre à voir. Et en fait, la procrastination est juste un feedback qu'il y a quelque chose à changer dans ta manière de fonctionner. Ouais. Et donc toi, tu parles de deux choses par rapport à cette procrastination qui, pour toi, est qu'un symptôme. La première chose, c'est les valeurs, Ouais, les valeurs. Ouais. ok, et les limites que tu... Ouais, premièrement, c'est les valeurs. Deuxième chose, c'est le fait que bah, la chose n'est pas dans tes valeurs et tu l'as pas reliée à tes valeurs les plus importantes pour toi. Par exemple, il y a des choses que je procrastine depuis 6 mois. Je le mets sur ma to-do list toutes les semaines. Par exemple, il y a 6 mois, je me suis fait opérer et j'ai tous les trucs de remboursement à envoyer et tout. Ça fait 6 mois que j'ai toujours pas envoyé les trucs. Et Et maintenant, c'est bon, je sais en fait que je l'enverrai pas et j'ai compris pourquoi. C'est que c'est pas le fait de l'envoyer qui m'énervait, c'est j'ai un côté un peu rebelle et je déteste tout ce qui est sécu et je déteste le principe qu'il y a derrière la sécurité sociale. C'est pas le débat aujourd'hui, mais je pourrais partir là-dessus, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Et du coup, forcément, ça va à l'encontre de mes valeurs
de faire ce qu'il faut pour me faire rembourser quelque chose sur lequel je suis pas d'accord, entre guillemets, qu'on soit remboursé. Donc, forcément, oui, je pourrais gagner de l'argent et récupérer un peu d'argent, mais ça serait à l'encontre de mes valeurs. Donc, voilà pourquoi je procrastine. Donc, c'est soit qu'il y a quelque chose dans mes qui va à l'encontre de mes valeurs et il y a un conflit de valeurs et c'est pour ça que je le procrastine. Soit c'est que j'ai une croyance limitante qui fait que je le fais pas. Ouais. Ça, Par exemple, il y a d'autres choses que je dois faire depuis quelques semaines qui sont plus dans mon business, par exemple, mais que je fais pas parce que il y a une croyance limitante, il y a une peur derrière. Ok. Mais je pense que d'arriver à prendre conscience de ça, que chaque procrastination, derrière, il y a soit une croyance limitante, soit un conflit de valeurs, ça permet d'enlever toute la culpabilité qu'il peut y avoir autour de la procrastination. Mhm. Ouais, Et de pouvoir observer les choses telles qu'elles sont, quoi. Complètement. Parce qu'effectivement, autour de la procrastination, il y a effectivement le fait de rien faire, mais il y a aussi le fait de ah la vache, je suis en train de passer du temps, j'ai conscience que je suis en train de passer du temps pourri, qui me sert à rien, et donc du coup un auto-jugement qui est fort. Ouais. C'est exactement ce que tu dis, quoi. Et qui entretient ce schéma en plus, Ouais. qui entretient le schéma, qui te met dans une émotion qui va pas te permettre de trouver des solutions, parce que tu peux trouver des solutions que dans un état interne de ressources, c'est-à-dire que quand tu es vraiment dans un état interne, tu peux pas trouver de solution à un problème que tu as créé dans une énergie pourrie. Parce que la plupart du temps, tes problèmes, tu les as créés dans une énergie pourrie, une énergie de culpabilité, de tristesse, de déception, de colère, de frustration. Et c'est ce que dit Einstein, c'est que tu peux pas résoudre un problème au niveau de conscience dans lequel tu l'as créé. Et la plupart du temps, on va se culpabiliser encore plus. Et du coup, on s'étonne pourquoi on n'arrive pas à résoudre le problème. Mais si tu veux trouver une solution à un problème, tu dois être dans un état interne qui est différent. Dans un état interne peut-être de joie, de gratitude, d'amour, de paix, de détermination, de certitude. Mais tu peux pas résoudre un problème dans un état de culpabilité. Et c'est pourtant ce que beaucoup font dans la procrastination. Justement, c'est intéressant ça. Comment tu peux faire quand du coup tu es dans cet état de procrastination pour ce que tu dis, lancer de la détermination, ressentir cette détermination, cette joie, pour relancer la machine finalement, pour sortir de cette boucle infernale? Yes. Je vais commencer par raconter une petite histoire juste pour illustrer le concept. J'étais à Mykonos en immersion avec mes clients il y a un mois maintenant. Et tu connais le principe du hot seat ou pas? Le nom me dit quelque chose, donc Ok. mais pas plus que ça. Ça sera toujours intéressant. C'est un principe en mastermind qui est souvent pratiqué. C'est en fait, tu as 6 personnes ou 10 personnes, peu importe le nombre de personnes, et tu as une personne qui vient au milieu et pendant 20 minutes, par exemple, peu importe le temps, elle expose sa problématique et tu as les 6 autres personnes ou les 8 autres personnes qui l'aident à résoudre son problème. Et j'ai une cliente qui arrive avec son problème, qui passe sur le hot seat justement et qui expose son problème. Et au début, moi, je suis en tant que… je l'aide également à résoudre son problème, on lui donne des suggestions, on lui pose des questions et tout. Et puis, au bout d'un moment, peut-être au bout de 15 minutes, ça fait 15 minutes qu'on est sur son problème, elle n'a pas avancé d'un chouïa. Et je regarde le truc et je passe en posture un peu d'observateur et je regarde la situation et je la vois, en fait, elle a les épaules baissées, elle est dans une énergie pourrie. Dès qu'on lui dit quelque chose, elle dit ah ouais, mais ça, je peux pas, ou quoi que ce soit. Ah, mais ça va pas marcher. Et elle est vraiment dans un état interne où elle a aucune chance de trouver des solutions. Et du coup, je stoppe le hot seat et je dis, OK, ce qu'on va faire, c'est, on va changer le nom, on va l'appeler Laure. OK, elle s'appelle pas Laure, mais c'est juste pour garder l'anonymat. On va l'appeler Laure. Et je dis, OK, on va stopper le hot seat. Laure, je te laisse 30 secondes. Tu fais ce que tu veux. Je te laisse 30 secondes pour arriver dans une énergie différente. Parce que comme ça, tu ne résoudras pas le problème. Tu fais ce que tu veux. Tu as 30 secondes, tu fais ce que tu veux. Donc, elle s'est levée. Elle a été sautée dans tous les sens, machin. Elle a été rire, faire semblant de rire, tout ça. Elle est revenue 30 secondes après. Je lui dis, OK, donc ta problématique en arrivant, c'était ça. Qu'est-ce que tu en penses maintenant? Elle me dit, ah, mais c'est bon, en fait, je sais ce que je dois faire. C'est bon, je sais que je vais y arriver. OK, bon, voilà. Et c'est drôle et c'est flagrant. Et c'est flagrant là, mais elle nous a tous donné une super leçon parce que tu te rends compte que on le fait tous à être à essayer de résoudre un problème. Parfois, on peut passer une demi-heure, 1 heure, 10 jours, 1 an
Et en fait, on ne se rend pas compte que chaque fois qu'on parle de ce problème, ou chaque fois qu'on pense à ce problème, on se met naturellement dans un état interne pourri et on s'étonne pourquoi est-ce qu'on n'avance pas par rapport à cette situation. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire? Chacun a ses stratégies différentes, mais il y a plein de méthodes. Mais par exemple, tout simplement, tu repenses à un moment de joie, tu fais semblant de rire, tu commences à rire, tu vas te trouver ridicule, donc ça va te faire rire naturellement et tu vas plus faire semblant au bout d'un moment. Et tu verras que 30 secondes après, il se passera quelque chose de différent. Tu peux jouer sur ta posture, tu peux jouer sur la manière donc ta posture, ta physiologie, comment tu bouges, comment tu te tiens, sauter. Le mouvement change immédiatement ton état interne. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle tu peux jouer, c'est là où tu portes ton attention. Forcément, si tu portes ton attention sur ton problème, tu vas ressentir une énergie liée à ton problème. Okay. Donc, pour changer là où tu portes ton attention. Et troisième chose, quelle histoire tu es en train de te raconter? Parce que la plupart du temps, on ne vit pas à travers la réalité, on vit à travers les histoires qu'on se raconte. Et ces histoires sont justement ce qui nous empêche de changer la situation parce que ces histoires, on y croit comme si elles étaient vraies. Et les histoires qu'on se raconte vont déterminer la réalité qu'on vit et à quel point on entretient notre réalité ou à quel point on change de réalité. Ouais, donc ce que tu dis, c'est qu'il y a trois choses qu'on peut utiliser. Le mouvement, ça c'est un truc, j'en parle aussi beaucoup. La physiologie impacte la psychologie. Donc le mouvement, le deuxième, alors je me souviens de la troisième, c'était du coup de se raconter des histoires. Ouais. Tu me disais. Le deuxième, c'est là où tu portes ton attention. Là où tu portes ton attention, ouais. Focaliser sur le Est-ce que je me focalise sur ce que j'ai d'incroyable dans ma vie maintenant, ce qui est génial, ou est-ce que je me focalise juste sur la merde qui vient d'arriver? Ouais. Ça, c'est ce que tu disais au départ. C'est une question de mindset, en fait, de polarisation sur ce que j'ai envie de faire de ma journée ou ce que j'ai envie de faire de ma vie. Tout simplement, de focaliser sur au moins le positif. Ouais, et en fait, je l'emploie, hein, donc c'est un peu de ma faute, mais d'un point de vue marketing, ça vend mieux de parler de mindset, mais c'est un peu limitant de parler de mindset parce que mindset, c'est mind, ça vient juste de cerveau, c'est juste comment ton cerveau est réglé. Et bien sûr, tout part de ta manière de penser, mais c'est ce que je viens de dire à travers la physiologie aussi, c'est que tu peux changer comment tu te sens à travers aussi comment tu utilises ton corps. Et donc, pour moi, c'est vraiment apprendre à être dans un état interne qui est positif, qui est propice. En état interne, ça va comprendre les pensées et les émotions que tu as. Les émotions, elles viennent de ton corps, les pensées, elles viennent de ton esprit. Donc, parfois, tu peux avoir le meilleur mindset du monde. Si tu n'as pas assez dormi, que tu as mangé que de la merde depuis 3 jours et que tu as bu de l'alcool et que tu n'as pas fait de sport, tu n'as pas bougé, tu peux avoir le meilleur mindset d'essayer d'avoir des pensées positives, tu n'y arriveras pas parce que ton corps est encrassé. Donc ouais, pour moi, je parle vraiment d'état interne positif. Et quand je parle d'état interne, ça comprend comment ton esprit fonctionne, donc comment ton cerveau fonctionne, mais comment ton corps fonctionne également. Et les deux sont intimement liés. Ouais. Donc, tu parles d'émotions, les émotions qui sont liées à ton corps et puis les pensées qui sont liées aussi à forcément ton cerveau. Et puis, voilà, entretenir aussi ton corps. Ok. Relié nécessairement au sport ou relié nécessairement au sport ouais, je pense que le sport, c'est une super hygiène de vie. Après, je pense que pour un entrepreneur, c'est indispensable de faire du sport. Après, attention aussi au fait, je pense aux personnes pour moi, c'est naturel d'aller faire du sport. Je n'ai pas besoin de me forcer, j'adore ça. Mais pour quelqu'un qui n'aime pas le sport et qui a l'impression qu'il doit se mettre au sport et qui procrastine, on arrive dans le même problème qu'on a décrit plus tôt. S'il procrastine, c'est peut-être parce qu'il se force à faire un sport qui n'est pas le sien. Il y a 1000 manières de faire du sport. Si tu détestes courir, trouve une autre manière de faire du sport. Et arrête de te culpabiliser parce que tu fais pas de sport. C'est juste parce que tu n'as pas trouvé quelque chose qui te plaît. Et pas quelque chose qui est en accord avec tes valeurs. Ensuite, si tu as un emploi du temps super chargé, moi, c'est ce que je fais une fois sur deux. Ça dépend des fois. Mais j'aime faire du sport en écoutant un podcast ou un truc comme ça. Parce que sinon, j'ai l'impression de perdre mon temps. Ça m'arrive d'avoir l'impression de perdre mon temps. C'est pas tout le temps. Donc, j'écoute un podcast et je trouve un moyen de nourrir mes valeurs, justement, en faisant quelque chose qui est bon pour mon corps. Ouais.
C'est intéressant ce que tu soulèves parce que cette question du sport et en tout cas de l'entretien du corps chez les entrepreneurs en particulier, c'est pas forcément une évidence, même si pour certains ça l'est devenu, mais c'est pas forcément une évidence. Quand j'en parle, il y a beaucoup d'entrepreneurs en fait pour qui c'est avant tout, c'est de mettre en place des actions pour pouvoir développer leur business ou pour pouvoir l'entretenir, pour pouvoir, enfin, bref. Mais il y a cette question de l'entretien du corps, de comprendre que le corps est relié aussi. Alors, je vais l'utiliser, désolé, le mindset, relié en tout cas à l'état d'esprit, l'état interne. C'est pas une évidence pour beaucoup en fait. Et Mhm. je ne sais pas si c'est purement français. Euh, j'ai l'impression qu'outre-Atlantique, aux États-Unis, c'est quelque chose d'un peu plus implanté. Mais, euh, mais c'est loin d'être une évidence, quoi. Je ne sais pas comment toi tu l'as perçu. Pour moi, encore une fois, c'est une question de valeur. C'est qu'un entrepreneur, quand il débute ou même plus tard, s'il est passionné par ce qu'il fait, par son entreprise, sa valeur numéro un, c'est son entreprise. Donc, si tu lui parles de sport, il s'en fout en fait, il le met en dessous de tes valeurs. Par contre, tant qu'il comprend pas à quel point, par exemple, si lui, sa valeur numéro un à travers son entreprise, c'est vraiment, il veut gagner beaucoup d'argent, bah, tant qu'il se rend pas compte que les 2 heures qui passent entre 13 heures et 15 heures en train de comater un peu parce qu'il a trop mangé et parce que son corps a pas bougé depuis trop longtemps, tant qu'il se rend pas compte que durant ces 2 heures, bah, il a peut-être perdu 1 000 € parce qu'il aurait pu gagner 2 fois 500 €, bah, il changera pas. C'est à partir du moment où il se rend compte que ça vient impacter ses valeurs hautes qu'il changera et qu'il aura envie de bouger. Et, euh, et c'est notre rôle en tant qu'entrepreneur ou quel que soit le domaine de vie d'ailleurs, c'est qu'il y a plein de choses qui nous font chier, clairement. Et, et pourtant, il y a des choses qui nous font chier qui sont importantes pour nous, pour notre développement. Et donc, il y a un moment donné, tu dois arriver à justement relier ça à tes valeurs hautes. Si par exemple faire du sport, c'est chiant, bah, rends-toi compte à quel point le fait de ne pas faire du sport va t'empêcher de profiter de ta famille à un moment et va aussi te faire perdre de l'argent tous les jours dès maintenant. Tu parles beaucoup de valeurs depuis tout à l'heure. Ouais. Toi qui, du coup, as vu, et puis en tant qu'entrepreneur qui réussit aujourd'hui, quelles sont les valeurs qui te semblent aujourd'hui indispensables pour justement pouvoir réussir, pour rentrer sur quelque chose de l'ordre de l'efficacité, sortir de la procrastination, bref, pour pouvoir réussir à ton sens? Aucune, vraiment aucune, puisqu'au contraire, je pense que chacun doit être clair sur quelles sont ses valeurs à lui, qu'est-ce qui est important pour lui, qu'est-ce qu'il nourrit, et à partir de ça, justement, nourrir ça pleinement et se détacher de toutes les projections sociales de ce qui devrait être bien en termes de valeurs. Comment je vais dire? Je suis 100% d'accord avec toi. Par contre, euh, j'allais dire, c'est presque facile de dire se détacher en fait des projections sociales. C'est pas évident ça, clairement, de dire je vais vivre selon mes valeurs euh, et je me fous totalement de ce que la société projette ou ce que j'ai créé moi-même comme masque pour justifier X ou Y truc. Euh, ça a été, pour toi, ça a été un moment particulier dans ta vie ou comment ça s'est passé pour toi ce fait de dire je m'en contrefous de ce que disent les autres, je vais vivre selon mes valeurs? Euh, Tu peux reposer ta question? Ouais. Tu disais que ce qui était important, c'est pas tant les valeurs en soi, c'était surtout de nourrir ces valeurs. Ouais. Et peu importe ce que la société dit ou ce que tu fais dire à Hmm. la société, euh, voilà, ce qui est important, c'est ça, c'est de nourrir ces valeurs. Mais ce que te dit la société, sachant qu'on a très souvent, je ne sais pas toi, mais à 90%, on a été très souvent éduqués à, à respecter quelque part ce que disent les autres et à suivre ce que disent les autres. Moi, je sais que dans ma formation, en tant qu'ingénieur, etc., j'ai été éduqué et formaté pour justement écouter ce que disaient les Hmm. profs, Ok. etc. Ouais. Et beaucoup sont dans ce cas-là. C'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que dans ta voix, ça paraît tellement évident et c'est tellement évident, si tu veux, théoriquement, mais dans la pratique.
Et Ok, du coup, je par rapport à comprends. ta Ouais, propre. je vois ta question et du coup, ça me donne des éléments de réponse Ouais. que j'ai envie de donner. En tant que créature sociale, je pense qu'effectivement, en tant qu'être humain, tu vas toujours être inconsciemment influencé par comment pense ta famille, ensuite le niveau d'au-dessus, comment pensent tes amis, et le niveau d'au-dessus, comment pense la société dans laquelle tu vis. Et moi, ce que je sais, c'est qu'au début, j'ai vraiment, je me suis vraiment créé un environnement virtuel qui m'a permis de continuer à être influencé par ça, par ma famille, mes amis et la société. Sauf que ma famille, mes amis, la société, c'est devenu tous les podcasts d'entrepreneurs en fait. C'était ma nouvelle famille. C'est que j'écoutais constamment des podcasts d'entrepreneurs, des formations d'entrepreneurs. J'allais je me faisais coacher. Et je me suis créé un nouvel environnement qui m'a vraiment permis de changer tout ça. Et je- les gens autour de moi me disaient, mais t'en as pas marre d'écouter ça? Bah non, en fait, j'en ai pas marre. Et je leur disais pas, mais j'avais envie de leur dire, je préfère écouter, les écouter eux qu'écouter des idées pourries, là. Euh, et du coup, je me suis vraiment créé un environnement Aujourd'hui, l'avantage en 2018, peut-être certains regarderont cette interview plus tard, mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, l'information, elle est disponible partout et tu peux te créer n'importe quel environnement comme tu veux virtuellement. Tu peux acheter des livres, tu peux écouter des podcasts, tu peux regarder des vidéos, tu peux acheter des formations. Et il y a un moment donné où si tu veux changer ton état d'esprit, tu n'as pas le choix de changer qui tu fréquentes. Mais tu peux changer qui tu fréquentes virtuellement. Et aujourd'hui, tu peux tout simplement t'imprégner de toutes ces idées constamment et petit à petit reprogrammer ton cerveau juste en étant en contact avec ses livres, avec ses podcasts, ses vidéos, ses formations, ses coachings, tout ça. Et donc, j'ai vraiment reprogrammé mon cerveau comme ça et en créant mon propre soutien, parce qu'au début, quand tu changes, tu peux pas attendre le soutien des gens qui pensent pas comme toi, puisque logiquement, ils veulent te protéger et te protéger, pour eux, ça veut dire les maintenir dans leur système de pensée. Donc, tu dois te créer ton propre soutien et du coup, tu dois tu peux pas, en tant qu'être humain, être le seul à penser ça et avoir l'impression que 7 milliards d'autres personnes pensent autrement. Donc, tu dois te créer un nouvel environnement qui va te permettre de penser comme ça. C'est assez puissant ce que tu dis, parce que j'avais pris conscience de ça, mais pas jusqu'à ce point-là. L'environnement est important, extrêmement important. Mais ce que toi, tu dis, c'est que du coup, tu as changé quelque part ta famille, tes amis, la société qui t'entourait à travers ce que tu écoutais, les podcasts que tu écoutais, certainement en courant aussi. Mais ouais, tu as vraiment changé ton environnement à partir de ce que tu captais, notamment sur Internet. Ouais, Wow. vraiment, ouais. Des vidéos que j'ai écoutées en boucle. Mais en fait, je l'ai fait inconsciemment, tu vois, je l'ai fait inconsciemment parce que j'avais vraiment envie d'aller vers la vie que ces gens-là avaient, justement. Mais aujourd'hui, en observant avec du recul, et je le fais toujours d'ailleurs, je le fais toujours plus ou moins de la même manière. Aujourd'hui, j'ai plus de moyens, donc forcément, je vais directement les voir ou je peux directement prendre des coachings avec eux. Ouais. Euh, mais au début, j'avais pas de thunes, donc j'étais obligé de le faire avec mes moyens. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, tu peux le faire même sans argent, créer ce nouvel environnement. Mais oui, c'est quelque chose que j'ai fait inconsciemment. Mais aujourd'hui, je peux observer à quel point ça m'a transformé. Mm. C'est que petit à petit, c'est devenu ma nouvelle norme. Et au contraire, ce qui n'est plus ma norme, c'est la manière de penser de tout le monde, Mm. de monsieur et madame tout le monde. Il y a des, je sais pas si ça se dit, des podcasteurs, des youtubeurs qui toi, t'ont influencé particulièrement, qui ont fait une vraie différence Ouais, pour toi? ouais, beaucoup, je pense. Beaucoup, beaucoup. Après, juste là, j'avais une pensée qui me venait, donc je vais la rajouter avant de répondre à cette question. De toute façon, réussir, pour moi, c'est pas compliqué. Obtenir quelque chose dans la vie, c'est pas compliqué. Il y a une formule magique qui marche à tous les coups. Tu prends une personne qui a ce que tu veux, tu lui demandes ou t'observes, tu lui demandes si tu peux avoir un contact directement avec elle, ce qu'elle ferait à ta place. Tu suis ce qu'elle te dit, tu appliques à la lettre ce qu'elle te dit et tu lâches toutes les histoires de merde qui font que tu te dis ah non mais je peux pas faire ce qu'elle me dit. Parce que de toute façon, si elle a des résultats différents que toi aujourd'hui, c'est parce qu'elle fait des choses différemment que toi et qu'elle pense différemment que toi. Donc
tu dois adopter sa manière de penser. Voilà, donc tu prends une personne qui a ce que tu veux, tu demandes ce qu'elle ferait à ta place, ou alors tu observes à travers le discours qu'elle peut diffuser sur Internet ce qu'elle ferait à ta place, tu appliques à la lettre ce qu'elle te dit, et tu corriges jusqu'à temps que tu réussisses. Donc, pour toi, la première étape, c'est donc de trouver des personnes qui t'inspirent, de prendre contact avec elles au maximum si tu peux le faire, et puis par la suite t'en inspirer et voire même voilà, de prendre contact directement avec elles et de voir qu'est-ce qu'elles elles font, qu'est-ce qu'elles te conseillent pour pouvoir réussir. Ouais, c'est ça. Le mieux, c'est si tu peux prendre un café avec elles, c'est super. Après, aujourd'hui, en ce moment, je suis dans ma période Gary Vee. Du coup, j'écoute des vidéos de Gary Vee tous les jours parce que j'adore sa manière de penser. Et du coup, petit à petit, je m'imprègne de sa manière de penser. Je prends ce que j'ai envie de prendre de lui. Et il y a un moment, je sais que je vais en avoir marre. Super, j'ai pris ce que j'avais à prendre. Je vais passer à une autre personne qui m'inspire. Et en général, c'est jamais une personne qui t'inspire, c'est un trait de caractère qu'elle a. Et donc, je vais aller chercher ce trait de caractère pour l'intégrer en moi. Et après, je vais passer au prochain trait de caractère que j'ai besoin de développer dans mon entreprise et dans ma vie pour être la personne que j'ai envie de devenir. Je vais trouver une personne qui a ce trait de caractère ou qui a cette manière de penser. Boum, je vais absorber ce qu'elle dit et je vais passer à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine. Et qu'est-ce qui fait que parfois tu vas aller concrètement vers la personne, lui demander une interview, lui demander tout simplement, même peut-être rentrer dans ses formations ou aller prendre un café comme tu dis. Et qu'est-ce qui fait que sur certaines tu ne vas pas le faire? En fait, moi j'ai un profil j'ai un profil assez même très introverti. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui aime bien, qui est presque un côté un peu autiste parfois. Je peux apprendre dans mon coin, j'aime bien apprendre dans mon coin, j'aime bien étudier dans mon coin, j'aime bien lire dans mon coin. Et si tu me proposes entre rencontrer la personne ou lire ou regarder ses vidéos, parfois je préfère regarder ses vidéos. Entre aller à un séminaire ou regarder des vidéos et être dans mon coin, je préfère être dans mon coin. Parce que je sais que c'est comme ça que je m'imprègne le mieux des gens. Donc, je sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais je sais que j'ai un profil où j'aime bien faire les choses. J'ai besoin de recul pour comprendre. Et je sais pas si tu connais la différence entre introverti et extraverti. Et je trouve que moi, ça m'a beaucoup aidé à me comprendre et à m'accepter. C'est que souvent, on pense qu'être introverti, c'est être timide. Et moi, j'avais cette croyance que j'étais timide, j'avais un problème, je devais arrêter tout ça. En fait, c'est juste ton cerveau est câblé différemment. Et il y a des personnes qui sont extraverties, c'est-à-dire que pour prendre des décisions, pour réfléchir, elles ont besoin d'échanger et c'est l'échange avec les autres qui va les nourrir. Il y a d'autres qui ont un cerveau qui est câblé de manière introvertie, c'est-à-dire que au contraire, elles, pour prendre des décisions, pour réfléchir, pour penser, elles ont besoin d'être seules. De comprendre ça, ça a changé ma vie. Et justement, j'ai arrêté de culpabiliser comme par rapport à la procrastination. C'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, c'est la question que je voulais te poser après. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui ont, comme tu dis, changé ta vie, le fait déjà de comprendre le fait d'introverti, extraverti, la question de la procrastination que tu viens d'évoquer? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui ont été marquantes dans ta vie où tu t'es dit, là, en fait, je ne pourrais plus jamais fonctionner comme avant ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais… Ouais. J'ai un moment qui m'a… Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être un des premiers… Il y a eu plusieurs trucs. Il y a eu un livre de Nicolas Proupin qui s'appelle « Devenez ce que vous êtes », qui a été vraiment une des premières prises de conscience de « Ah ouais, mais en fait, tu peux créer une vie à partir de ta passion, à partir de ce que tu es vraiment et pas forcément suivre un modèle tout tracé. » Ensuite, il y a eu ce premier livre où j'ai vraiment compris que je n'étais pas du tout à la bonne place, clairement, et que j'avais autre chose à faire de ma vie. Ensuite, il y a eu vraiment Pouvoir illimité de Tony Robbins, où là, je me suis dit, waouh, en fait, c'est fou à quel point je me limite alors que je suis totalement illimité. Et pour l'anecdote, je me souviens de ce jour, on devait être un mardi soir. Je commence le livre et je dois le commencer à 19h le livre, j'oublie de manger tellement je suis dans le livre et je me passionne et je dois aller me coucher à 23h. Donc, je dois avoir le temps peut-être de lire 150-200 pages et c'est vraiment une prise de conscience et je comprends que wow, j'ai aucune limite, toutes les limites sont dans ma tête. Donc, je me couche à 23h, le lendemain, je me lève à 4h du matin. Je suis réveillé à 4h du matin alors que j'avais pas mis de réveil ou quoi. Je pars courir comme ça, je fais 21 km je fais 21 km en genre 1h13
qui était mon record sur 10 km. Je prends mon record sur 10 km, mais je le tiens sur 21 km à 4 heures du matin à jeun, comme ça. Bon, et je me dis, c'est incroyable. Bon, derrière, je vais travailler et le soir, je ne peux plus marcher. Derrière, je suis blessé pendant 4 mois. Ce qui me rappelle que j'ai encore et j'ai des limites. Mais c'était fou de pouvoir faire ça et de me rendre compte que mon mental pouvait faire n'importe quoi, en fait. Et que la plupart du temps, c'est parce que tu crois que c'est pas possible. Ça a été vraiment une révélation de comprendre ça et de me dire qu'en fait, tout est possible. Il y a eu ça après. Il y a eu plein de personnes, mais David Laroche a eu un véritable impact dans ma vie à beaucoup de niveaux et à beaucoup de niveaux, notamment sur plein de choses en fait. Sur plein de choses, et j'ai beaucoup de reconnaissance pour ce qu'il m'a apporté. Aujourd'hui, je suis moins ce qu'il fait. Je pense que j'ai pris ce qu'il y avait à apprendre à un moment. Aujourd'hui, ça résonne moins avec ce que je fais. Mais beaucoup de reconnaissance pour ce qu'il m'a apporté. Tony Robbins également a eu un impact énorme sur ma vie. Et après, d'autres marketeurs, plus donc des gens dans mon domaine d'expertise qui m'ont énormément apporté. J'ai envie de terminer là parce que du coup, tu termines sur pour moi des choses qui sont assez fortes. Peut-être aussi quand même une dernière question. Même si on en a un petit peu parlé, ça pourrait peut-être permettre de résumer un petit peu. S'il y a justement des entrepreneurs qui sont dans ce comment je fais pour pouvoir avancer, comment je fais pour pouvoir soit sortir de cette procrastination, soit être plus efficace. Qu'est-ce que tu leur dirais concrètement de faire? Ok, déjà, je leur demanderais, avant de leur donner le comment, je vérifierais qu'ils soient vraiment déterminés en fait. Parce que la plupart du temps, tu cherches le comment, mais tu cherches pas le comment. Tu es juste en mode bébé et tu cherches à ce que papa te donne une solution et te donne le truc. Donc, avant de donner un comment, je vérifierais que la personne soit vraiment engagée. Mais pas, quand je dis engagée, c'est pas juste ouais, j'ai envie. C'est est-ce que tu es vraiment déterminé à avoir l'objectif que tu veux? Si la réponse est non, ça sert à rien que je te donne un comment, je perds mon temps. Donc, ça, c'est la première chose. Parce que quand tu es vraiment déterminé et quand tu veux vraiment quelque chose, quand tu as vraiment faim, le comment tu le trouves. Hein. Ce n'est pas le problème du comment aujourd'hui en 2018. Le problème aujourd'hui, c'est un problème qui se trouve au niveau de la tête, des croyances limitantes et de toute ta perception du monde qui est erronée et au niveau de ton engagement et ton véritable désir et ton niveau de responsabilité. Donc, j'ai pas envie de donner un comment, mais j'ai plus envie de donner j'ai plus envie de laisser avec une question sur à quel endroit dans ta vie aujourd'hui tu te places comme une victime et à quel endroit aujourd'hui est-ce que tu penses que tu peux être plus responsable de tes résultats. Parce qu'une chose, je pense, qui a vraiment été clé de ma progression et de mon évolution en tant qu'entrepreneur, c'est que je vais pas dire jamais, mais je crois que j'ai très rarement accusé, je m'en suis toujours pris qu'à moi-même et j'ai toujours pris la responsabilité de toutes mes réussites, mais toutes mes échecs aussi, toutes les choses qui n'ont pas marché. Et pour moi, c'est la compétence numéro 1 en tant qu'entrepreneur, en tant que sportif, dès que tu veux avoir des résultats de dingue, de prendre la responsabilité d'absolument tous les résultats que tu as, bons comme mauvais. Et ça, c'est un truc que j'ai appris du sport de haut niveau, justement, du tennis. C'est que ce qui fait que j'ai pas été plus loin, c'est que j'étais une victime, en fait, dans ma manière de penser. Ce que tu dis là, c'est que par rapport à la question initiale sur les entrepreneurs, déjà, tu vérifierais qu'il y a une question de motivation, mais surtout, en fait, derrière, tu vérifies que la personne, elle est complètement... est-ce qu'elle est responsable, en fait? Est-ce qu'elle prend la responsabilité de tout ce qui lui arrive? Et dès que je l'entends se plaindre, critiquer les autres, juger les autres, critiquer ou se plaindre, bah, je sais qu'en fait, ça ne se joue pas à un niveau stratégique, ça se joue à un niveau de responsabilité.
Bon, bah, ça me donne envie de poser une autre question. Ouais, Euh, vas-y. euh, En tant que coach, ça m'est effectivement déjà arrivé de rencontrer des personnes qui se disent, enfin, qui viennent chercher un coaching et qui, du coup, je m'en aperçois quand je discute avec toi, qui n'ont pas forcément entièrement cette motivation. Et du coup, les résultats derrière ne sont pas à la hauteur de ce que lui veut et ne sont pas à la hauteur de ce que moi, je pourrais imaginer pouvoir lui donner. C'est-à-dire, je me dis, tiens, on pourrait aller à 100 et en fait, on est à 70 ou on est à 60. Je sais pas si ça, c'est… Enfin, ouais, je ne sais pas si c'est quelque chose que toi, tu as déjà rencontré aussi ou à travers ton accompagnement. Ouais, c'est un truc qui me questionne pas mal aujourd'hui, particulièrement effectivement dans le domaine du coaching. Ok, donc la question, c'est quoi? Ouais, la question que je te pose, c'est est-ce que toi, tu as déjà rencontré ça et du coup, qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu rencontres quelqu'un qui est à moitié motivé? Ouais, j'ai déjà rencontré ça et encore une fois, tu vois, quand j'ai rencontré ça, bah, ma première réaction, ça a été de rejeter la responsabilité sur son niveau de motivation au début, Ouais, euh, pour au final me rendre compte que c'était moi qui avais ma responsabilité et que je prenais pas ma part de responsabilité dans comment j'avais amorcé la relation. ouais, Tu vois. Et, et après, ça m'arrive encore plein de fois. Hein. Plein de fois, je suis pas responsable, je me pose comme une victime, mais tellement de fois, tu vois. Juste, il y a deux parties de moi. Il y a la partie de moi qui se pose comme une victime et qui se plaint et qui a juste besoin d'être rassuré, bébé Julien qui a besoin d'être rassuré. Mais sauf que la différence par rapport à avant, c'est que maintenant, il y a cette partie de moi qui va parler ou qui va, bébé Julien, là, qui va venir. Mais sauf que je peux m'observer et être conscient qu'en fait, allez, je vais faire ma petite crise de victime là pendant 3 minutes ou pendant 10 minutes ou pendant 20 minutes. Mais j'attends rien des autres maintenant. Je sais que j'ai juste besoin d'exprimer ma partie victime en moi, mais j'attends rien des autres. Je sais toujours en arrière-plan que c'est moi qui suis responsable de tout ce que j'ai créé et d'absolument tout ce que je crée et de tout ce que je vais créer dans le futur. Et c'est la croyance la plus importante pour moi, c'est vraiment je suis responsable de tout ce que je crée, tout ce que j'ai créé dans mon passé et tout ce que je crée dans le futur. Tout ce qui m'arrive, c'est moi qui l'ai créé à un certain niveau. ouais. Ce que tu dis, c'est que finalement, la position de victime, on l'a tous. On Mais l'a après, tous. c'est une question de temps avec lesquels tu passes. Ouais. C'est un peu comme finalement tout ce qui est colère, toutes ces émotions-là. Ouais. Finalement, on a tous toutes les émotions. C'est juste après le temps que tu passes avec ces émotions-là, Exactement. Ouais. tu te pourris en termes d'état interne où tu choisis de dire OK, bon, c'est comme ça, je passe à la suite et puis j'avance avec ça, je construis avec ça. C'est ce à Ouais. quoi ça me fait penser. Ouais. Ouais, c'est effectivement c'est ça. Je pense que la personne qui te dit je suis jamais victime, bah j'aimerais bien j'ai jamais une posture de victime. J'aimerais bien la rencontrer et passer une semaine, 24 heures sur 24 avec elle. Parce qu'il y a sûrement des moments où elle se place en victime, où elle se plaint, elle critique, elle juge. Et on reste des êtres humains. Le but c'est pas de le devenir, c'est juste d'être conscient que, bah encore une fois, à ce moment-là, quand je me pose en victime, c'est encore moi qui suis responsable. C'est pas quelqu'un d'autre qui m'a mis là-dedans ou c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas de la faute de quelqu'un d'autre si je suis dans cet état de victime et que je me sens mal. C'est encore une fois moi qui, avec mes pensées, suis en train de créer, avec mes pensées et mes perceptions, qui suis en train de créer cet état de victime. Je peux le faire, mais je le fais en conscience, c'est-à-dire que, allez, je vais vivre cette émotion pourrie, je vais vivre cet état de victime, mais par contre, je rejette pas la faute sur les autres et je suis pas en train de me dire que c'est de la faute des autres. Hein. Parce que si je suis en train de me dire que c'est la faute des autres, je me sens mieux à court terme, mais à long terme, je suis en train de créer le pire schéma que je peux avoir pour réussir. Mm. Si je continue, je pense qu'on ferait 1 heure et demie d'interview. On reportera peut-être parce que ça m'intéresse du coup cette question de victimisation. Puis je trouve ça vraiment chouette la manière dont on parle. Je vais rester moi sur un état de frustration personnelle volontairement, mais du coup, on se retrouvera, Julien. Euh, Est-ce que tu as envie de partager une dernière chose sur cette interview? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager avant de se quitter? Non, je pense que j'ai dit ce que j'avais envie et de dire. Je sens pas un message supplémentaire qui a envie de sortir. Ok, cool.
pense que en fait, le dernier est le plus important, cette notion de responsabilité. Responsabilité. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Ça marche. Je te remercie, un grand merci Julien, merci pour ta franchise, ta sincérité, merci pour ce que tu es. Et puis bah, je sais pas, je vais te souhaiter une excellente journée. À bientôt. Yes. Merci à toi, Sylvain. Ouais, avec plaisir.